Bonjour à tous et bienvenue à c'est la quatrième, je crois, matinée des Assises du Grand Paris que nous organisons pour la deuxième année consécutive avec la métropole du Grand Paris. Je tiens à remercier Juliette Carrasco-Graff, la représentante ce matin, la FRTP, qui a la gentillesse de nous accueillir de nouveau dans ces locaux très, très confortables pour cette réunion, pour cette matinée de travail et d'échange, de débat, de réflexion sur, on a intitulé ça, les grands services urbains. En l'occurrence, ce sera l'eau et les déchets, avec 4 temps qui vont se succéder. Un premier sur la réduction de l'empreinte carbone et les engagements que prennent dans cet objectif les opérateurs de l'eau que sont le SIAP pour l'assainissement, le CEDIF et Sénéo pour la distribution, Seine Grand Lac qui gère je ne sais pas comment le définir, mais les fleuves. Et qui fait beaucoup de choses dans le cadre de la GEMAPI avec la métropole, on en parlera aussi. Donc premier temps, j'espère que j'oublie personne, sur la décarbonation, on reprendra un peu les engagements qui avaient été formulés l'an dernier lors des Assises du Grand Paris, qui avaient abouti à la production d'un livre blanc. Deuxième table ronde sur... il y aura, je ne sais plus dans quel ordre, on fera un point ensuite sur le casier pilote de la Bassée et sur les zones d'expansion des crues, qui sont 2 initiatives qu'Emmanuel Lucas de Seine Grand Lac viendra nous présenter, 2 initiatives qui contribuent cette fois-ci d'une part à éviter les inondations dans le cadre de la GEMAPI et peut-être aussi à garantir l'étiage, mais ça on nous expliquera. Puis la deuxième table ronde sur l'eau traitera de la ressource, la qualité de la ressource, la sécurité de la ressource, de voir comment les évolutions, notamment climatiques, ont ou pas un impact. Et puis il y a des investissements très importants. Il y a parfois des débats aussi sur l'opportunité de telle ou telle technique, mais il y a aussi, surtout, on en parlait avec Monsieur Dejoie du SIAP, une inflation là. Une augmentation de l'exigence, notamment européenne. On parlera de la DRU, pour ceux qui connaissent, qui va s'appliquer et qui a un coût à la fois financier et carbone, puisque finalement, on le dira, c'est parfois des questions de recherche d'équilibre entre l'excellence de la qualité de l'eau et puis le coût que ça représente financier et carbone. Et enfin, une dernière table ronde se tiendra en fin de matinée sur les déchets, la valorisation des biodéchets, en l'occurrence, avec le SICTOM et le CIGEIF, qui nous présenteront 2 initiatives innovantes et intéressantes de valorisation des biodéchets. Le projet de biométhaniseur de Gennevilliers, dont le chantier a sans doute démarré, qui sera mis en service dans quelques années, qui va pouvoir donc traiter les biodéchets dont l'obligation de tri est en vigueur depuis le début de l'année. Et puis l'autre initiative, c'est Cometa, je crois que ça s'appelle, et c'est une initiative de cométhanisation où le CIGEIF et le SIAP, non le SICTOM. Le SICTOM et le SIAP mettent en commun en l'occurrence des boues, je pense, mais ça, et des boues d'une part et des déchets de l'autre, pour faire du méthane. Voilà. On se réveille en même temps. Et donc, j'ai assez parlé. Merci à tous. Et j'appelle pour la première table ronde, s'il veut bien nous rejoindre, Christophe Desjoie. Vous êtes directeur général adjoint technique du SIAP, présidé par mon ami François-Marie Didier. Arnold Cotterman, vous êtes directeur général des services techniques du CEDIF, présidé par André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux. Baptiste Blanchard, vous êtes directeur général de Seine Grand Lac, présidé par Patrick Ollier. Et Florent Cazzi, directeur général de Sénéo, dont vous nous direz le nom du président, puisque je l'ignore. Madame Fischer, de la présidente. Voilà. Donc comme ça fait une parité putative avec les présidents. Puisque on fait ce qu'on peut en parité, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Écoutez, on a plein de micros, c'est ce qui est bien. Je vous en donne un à vous, monsieur Dejoie, tout de suite, parce que si vous voulez bien, on va commencer avec vous. Je rappellerai brièvement que
L'an dernier, vous aviez pris ensemble des engagements, et il n'y avait pas Sénéo, donc on est ravis de vous accueillir, Florent Cazzi, comme nouvel interlocuteur de ce club de l'eau dans le Grand Paris, dans le très Grand Paris. L'an dernier, deux engagements collectifs, si j'ose dire, avaient été pris, donc développer la production et l'autoconsommation d'énergie, d'une part, et créer des synergies avec les acteurs publics du cycle de l'eau, d'autre part. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. L'idée, plus simplement, c'est de nous dire à quel point le SIAP est engagé aujourd'hui dans ce mouvement dont plus personne ne nie la nécessité, et qui est la réduction de notre empreinte carbone individuelle et collective. Je sais que vous avez une convention avec le CEDIF, une convention de recherche, ou je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, mais vous avez la parole. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc oui, on a de nombreuses conventions avec des grands syndicats parisiens du service public, donc évidemment avec le CEDIF, et dans la réduction et la prise en compte de cette réduction de l'empreinte carbone. Donc un des axes majeurs passe par l'innovation et la recherche de procédés qui sont moins consommateurs en énergie fossile. Donc voilà, donc l'innovation c'est important, le partenariat qu'on peut avoir donc notamment avec le CEDIF, mais aussi avec des grandes universités, Paris-Sorbonne, et puis voilà, des écoles comme l'UTC aussi. Donc là, il y a des programmes de recherche avec des thésards qui travaillent sur des procédés plus innovants. Donc, un des axes d'innovation à l'intérieur consiste donc à améliorer nos rendements, notre production. Il faut savoir que l'assainissement est un peu particulier finalement par rapport à d'autres acteurs, où puisque notre première source d'émissions de carbone, c'est le protoxyde d'azote. C'est donc un gaz N2O pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est notamment produit lors de la nitrification des eaux. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique, mais sauf si vous avez des questions. Et notamment dans les procédés accélérés de nitrification. On avait moins ça avec des boues activées qu'on a généralement en province sur des stations plus anciennes. La région parisienne est très dense. Les normes, comme le disait Jacques Paquier, donc, sont de plus en plus strictes, et donc on a développé des outils de traitement, ce sont les biofiltres, avec les différents acteurs que vous connaissez bien, français, voilà, Veolia, Suez, Tero, et puis d'autres acteurs également. Mais l'inconvénient de ces techniques, c'est que ça produit malheureusement du protoxyde d'azote de manière importante. Ça en produit beaucoup plus que ce que vous pensiez. C'est ce qu'avait raconté votre prédécesseur Vincent Rocher. C'est-à-dire que vous avez mesuré, vous êtes aperçu que c'était 50 fois plus que ce que vous pensiez. Tout à fait. Donc là, en termes de rigueur, je dirais de recherche scientifique, il faut d'abord quantifier évidemment l'émission de ces protoxydes d'azote pour après mieux le traiter. Et donc, une installation expérimentale est installée sur l'usine de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et puis, on a aussi un prototype sur l'usine d'Achères, qui est notre plus grosse usine. Excusez notre ignorance, mais le protoxyde, il a les mêmes effets néfastes que le CO2 ou... Alors, malheureusement, non. Les chiffres varient un petit peu, mais c'est à peu près 265 fois à 290 fois plus impactant que le CO2. C'est pour ça que ce gaz, qui est un sous-produit naturel du traitement de l'eau, est très impactant au niveau de la décarbonation. Très bien. Donc voilà, donc ça c'est un point. Alors comment on peut le réduire? On peut le réduire en optimisant notre process de traitement des eaux, avec des analyseurs en continu qui sont sur les paramètres polluants qu'on traite sur ces étages, que sont les nitrates et les nitrites. Et puis avec un taux d'oxygénation adapté pour réduire cette production. La deuxième étape, mais on n'en est pas encore là, ça sera la réduction, voire la destruction de ce gaz. Il y a différentes techniques plus ou moins compliquées qui entraîneront aussi des coûts. Notamment, on peut détruire ce gaz par un procédé thermique, une sorte
combustion, genre de chaudière qui permet de réduire soit par oxydation, soit par production thermique donc ce gaz, mais qui entraîne aussi des installations et derrière aussi des productions moins importantes de CO2, mais c'est quand même pas négligeable. Donc ça, c'est sur le protoxyde d'azote d'une manière générale. Et alors, je ne veux pas être trop long parce que sinon je peux les Non, mais on a besoin de comprendre, c'est des choses complexes. Donc, si on comprend bien, c'est que les exigences de réduction des nitrites, c'est ça, ont tendance à accroître la production de ce gaz que vous cherchez par ailleurs à baisser. C'est ça le sujet ? On a pu échanger brièvement tout à l'heure. Effectivement, donc il y a finalement un paradoxe avec les nouvelles règles qui vont arriver, parce que l'ADRU, maintenant on est sur l'ADRU 2 qui vient de paraître il y a... Donc c'est la directive des eaux résiduelles urbaines. Mais deuxième version qui va nous demander, donc j'y reviendrai peut-être plus sur le tour de table sur la qualité de l'eau, un traitement quaternaire pour les effluents et les micropolluants, mais dans le renforcement des normes de traitement de l'eau, donc on a un premier arrêté d'exploitation, un arrêté préfectoral pour notre plus grosse usine, c'est l'usine de Seine-Aval qui traite environ entre 1,2 million et 1,5 million mètres cubes par jour d'eau sur l'usine. Et pour cette usine, on a donc une contingence, enfin on a des paramètres de rejet sur les nitrites, ce qu'on n'a pas ailleurs en France aujourd'hui, mais c'est la première usine concernée. Demain, on aura l'ensemble du bassin parisien, donc les autres usines qui traitent les eaux sur le bassin parisien vont être contingentées sur les nitrites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour bien traiter les nitrites, à la rigueur, il faudrait plus aérer notre étage de nitrification, mais ça entraînerait un accroissement du protoxyde d'azote. Donc voilà, donc on tourne un petit peu en rond pour optimiser au mieux. Et ce qu'on se disait, c'est qu'il faut voir la problématique dans son ensemble pour à la fois prendre en compte les émissions carbonées, les consommations énergétiques, j'en ai pas parlé, mais on veut aussi optimiser nos consommations énergétiques, nos consommations électriques, et puis les paramètres de sortie des eaux traitées. Peut-être ne pas faire de la surtraitement, aller chercher les derniers pourcentages de traitement sur nos eaux usées, mais voilà, mettre le curseur au bon endroit pour éviter des consommations et des rejets de carbone. Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on en reparlera tout à l'heure, puisque c'est à cheval finalement entre les deux tables rondes. Ce qui n'est pas à cheval, c'est votre volonté de produire encore plus d'énergie verte. Voilà. Vous le faites depuis 1940 d'ailleurs, c'est depuis votre origine, c'est pas forcément connu, mais vous souhaitez accélérer. Alors, je sais que par exemple, vos boues d'épuration peuvent être le vecteur de production de biométhane que vous vendez ensuite à GRDF. Voilà. Merci de la question. Oui, effectivement, dans l'historique, notamment sur l'usine de Seine-Aval, depuis voilà, les premières tranches ont été construites sur des boues activées réduites, mais qui donc génèrent des boues d'épuration et avec des process de digestion des boues. Alors, les premiers digesteurs, les digesteurs anciens qu'on a sont je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais ce sont des procédés de digesteurs mésophiles. Et on met en fonctionnement prochainement des digesteurs thermophiles sur Seine-Aval. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est que sur notre usine de Valenton, donc on a lancé des travaux de réinjection de biométhane dans le réseau de GRDF. Donc, pour vous donner les quantités, donc on va réinjecter 1500 nm3 de biométhane dans le réseau de GRDF et on a signé un partenariat avec une entreprise privée, bon, je ne sais pas si je peux la citer, mais c'est bon, qui va ensuite... Bien sûr que si. C'est Endesa qui a remporté donc, le marché, qui va ensuite commercialiser ce biométhane pour des poids lourds qui fonctionnent au GNV. Et donc il y a des stations dédiées pour approvisionner les poids lourds donc dans le Val-de-Marne. On fait un circuit court également. Et donc, c'est l'équivalent pour 1500 nm3 par heure. Ça vous donne
ça ne représente pas grand-chose peut-être, mais c'est environ la consommation de 10 000 foyers sur une année. Sachant qu'un foyer, c'est à peu près 3 ou 4 personnes. Voilà. Alors selon les normes, par contre, à minimiser d'isolation thermique, standard. Mais c'est quand même considérable. Aujourd'hui, vous alimentez, l'énergie que vous produisez représente 50% de vos consommations. C'est ça le chiffre. Vous avez des objectifs d'augmentation de cette part? Alors, on avait des objectifs internes, à la fois pour réduire nos coûts. Mais on est rattrapé par l'ADRU2, on peut en parler là, qui nous impose donc une autoconsommation, autosuffisance énergétique avec différents paliers. On va commencer bas, mais on va arriver jusqu'à 100%. Alors je vais oublier la date, veuillez m'en excuser, mais c'est pour 2050, on a encore du temps devant nous. Mais effectivement, c'est un enjeu majeur que d'être autosuffisant énergétiquement, soit avec le biométhane, soit avec la production d'énergie électrique, ce qu'on fait sur notre usine de Grésillon, par exemple. Très bien. Mais ça fait la transition avec vous, Arnold Koterman. Vous me disiez, vous, que vous visiez, alors si j'ai bien noté, un approvisionnement en électricité 100% renouvelable produite sur le territoire français dès 2028, si c'est bien ça. Et vous avez pris, ou vous allez prendre, si mes notes sont correctes, la compétence de production d'énergie dans un mois ou même un peu moins. Expliquez-nous un petit peu comment vous voyez ces questions, s'il vous plaît. Oui, là vous anticipez un peu sur la décision des élus qui vont se réunir le 20 juin, mais pour autant je vais vous expliquer. Ils ne sont pas là donc. Mais pour autant, je vais vous expliquer ce qu'il en est exactement. Donc juste quelques chiffres simplement, et puis on ira tout de suite sur le sujet de la décarbonation, mais quelques chiffres qui permettent de caractériser le service public de l'eau dans sa globalité, donc qui est le CEDIF. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est 4 millions d'usagers répartis sur 133 communes en Ile-de-France. Et c'est un peu plus de 4 800 000 consommateurs. Alors pourquoi je distingue les deux? Parce que tout simplement, nous avons un certain nombre de consommateurs qui sont sur des territoires voisins, gérés par d'autres établissements intercommunaux, notamment mon voisin de droite, donc Florent Cazy, avec le syndicat Sénéo, à qui nous fournissons également une part d'eau. C'est 8000 km de réseau, et vous comprendrez pourquoi je cite ces quelques chiffres, et c'est environ 250 millions de mètres cubes d'eau par an. Et puis ce qui caractérise souvent les distributeurs d'eau, c'est forcément le rendement du réseau qui aujourd'hui est depuis déjà de nombreuses années supérieur à 90% réseau enterré. Pourquoi je cite un peu tous ces chiffres? Parce que forcément, ça donne aussi l'ampleur du service public de l'eau que gère le CEDIF. Je crois que c'est la plus grosse délégation de service public d'Europe que vous venez de renouveler d'ailleurs avec Veolia. En termes de délégation, oui, tout à fait. Et puis donc c'est le premier syndicat, en tout cas c'est le premier service public de l'eau en France. Pourquoi je donne ces chiffres? Parce que forcément, vous le devinez bien, ça a forcément derrière des conséquences et un bilan carbone qui est à la hauteur également. Voilà. Et pour être sur le sujet, aujourd'hui, le service public de l'eau, c'est à peu près 60 000 tonnes de CO2 par an, qu'on peut répartir à peu près en 3 tiers. Et d'où l'importance des chiffres que j'ai donnés. C'est c'est 2 tiers consacrés essentiellement pour des travaux, divisés en 2, donc 1 tiers chacun, 1 sur les réseaux, les travaux concernant les réseaux d'eau, bien entendu, les renouvellements. Là, 60 000, c'est pour le CEDIF. C'est pour le service public de l'eau. Et donc répartis à peu près 30 000 délégataires, 30 000 autorités organisatrices, maîtres d'ouvrage. D'accord. Mais ces 60 000, vous pouvez les diviser, vous avez à peu près 3 tiers. 1 tiers sur les travaux liés au réseau, 1 tiers sur nos ouvrages de production, de pompage et de réservoirs, et puis l'autre tiers qui est celui de l'exploitation, et donc celui sur lequel peut agir d'une manière importante notre délégataire en qualité d'exploitant. 60 000 tonnes, bien entendu, ça peut paraître important, et encore une fois, si on le ramène en kilos par habitant et par an, c'est de l'ordre à peu près, donc ramené à l'usager, si je puis dire, du CEDIF, c'est de l'ordre de 15 kilos de CO2 par an par habitant. Et donc, un des enjeux forts pour le syndicat dans les années qui viennent, c'est bien entendu de réduire cet impact. Mais encore une fois, vous me permettez de relativiser le sujet.
Parce que quand on parle de neutralité carbone, quand on parle de bilan carbone, on a sous tendance, bien entendu, individuellement à réfléchir à nos organisations, mais on voit bien, et je pense que ce sera certainement une des pistes que vous évoquerez à un moment donné, c'est que c'est un ensemble, que c'est un collectif et qu'il faut avoir une réflexion globale. Parce que on peut imaginer que 60 000 tonnes par an pour le service public de l'eau, c'est important. Pour autant, les 15 kilos par habitant et par an, ça peut rester relativement faible au regard de ce qu'il faut, par exemple, pour produire de l'eau chaude. Et ça, cette fois-ci, on est chez le consommateur, on n'est plus dans les organisations qui s'occupent à la fois de la distribution de l'eau et de l'assainissement pour le SIAP. Alors, bien évidemment, depuis de nombreuses années, nous travaillons sur ce sujet. Dernièrement, il y a quelques années, nous avons mis en place un pilote en matière de production d'énergie, pour revenir un peu sur votre questionnement. Mais on y est complètement, hein, parce que nous, le but de tout ça, c'est d'essayer de donner des métriques pour qu'on sache de quoi on parle, où sont les gisements, ou quand vous dites ces ratios, là, 15 kilos par... c'est exactement ce qu'on souhaite faire, dans le but de favoriser les synergies entre acteurs. Donc, on est au cœur du sujet. Là. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, c'est 15 kilos de CO2 par an et par habitant. Par consommateur, je dirais, usager du CEDIF, c'est l'empreinte carbone du service public de l'eau que représente le CEDIF avec son délétère, j'insiste. Voilà. Oui, donc il y a quelques années, nous avons mis en place notamment un pilote sur une de nos usines de production en matière de production d'énergie photovoltaïque en particulier. On a cette chance d'avoir également un potentiel assez important de surface disponible, que ce soit par nos bâtiments, que ce soit par les terrains que nous occupons, qui nous permettrait d'envisager sur un terme qui pourrait être à peu près de 10 ou 12 ans, un potentiel de l'ordre de 80-90 000 mètres carrés, je dirais, de panneaux photovoltaïques permettant une production d'énergie, qui serait loin d'être négligeable, puisque on évoque un potentiel, je dirais, de l'ordre à peu près de 9 millions de kilowattheures. Pourquoi je dis ça? Donc, pour rebondir un peu sur votre propos, c'est vrai que nous allons proposer à nos élus, et donc nous y travaillons, nous allons proposer à nos élus, donc à notre prochain comité, de faire évoluer nos statuts, permettant d'engager des actions fortes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment donc par une production d'énergie qui pourrait être solaire, bien évidemment. Ça reste encore une fois accessoire au regard de la production d'énergie dont nous avons besoin tous les ans, mais pour autant, ce n'est pas négligeable. J'ai bien évoqué le cas de 9 millions de kilowattheures, en tout cas, à produire par an potentiellement, à une échelle de 10 à 12 ans environ. 9 millions, c'est vos besoins? C'est vos besoins totaux? Non, ce ne sont pas nos besoins. Nos besoins sont bien plus importants. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes sur l'équivalent de 200 gigas. Donc, c'est-à-dire que les 9 millions représentent à peu près environ 4 à 5%. Mais ça, c'est votre objectif? Ça, c'est notre objectif. D'accord. Très bien. Vous avez d'autres points à développer à ce stade? Oui. Avant qu'on passe à Seine-Grand-Lac. Second sujet important, et encore une fois, nous avons travaillé les élus, encore dernièrement, d'ailleurs hier, à l'occasion d'une commission, sur le fait que nous allons mettre en place et proposer donc, à nos élus lors de ce comité de mettre en place ce que nous appelons le schéma de promotion, je dirais, des achats publics écologiquement et socialement responsables. Le fameux, pour son acronyme, est le fameux SPAGER, n'est-ce pas? Et donc c'est important parce que 4 axes importants de travail sur ce sujet-là, dont un relevant de l'écologie, et notamment le fait de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça, on va le traduire directement au travers d'une politique encore plus volontariste qu'elle ne l'a été jusqu'à présent, typiquement de faire évoluer d'une manière importante nos travaux sous la forme de techniques, donc sans tranchée. Aujourd'hui, nous étions à peu près à 15% de renouvellement de nos réseaux avec la technique sans tranchée. Nous allons passer donc avec un objectif de 20%. De permettre aussi, par exemple, de favoriser ce qu'on appelle le double flux, d'éviter et de travailler directement sur le fret, d'éviter qu'il y ait des retours à vide, notamment de l'approvisionnement de nos chantiers.
Et derrière, un certain nombre d'objectifs qu'on retrouvera au travers de notre contrat de délégation, que nous avons mis dans nos exigences au moment de la consultation. Typiquement, une flotte de véhicules, alors d'abord légers, 100% propres à l'horizon 2026, mais propre dans l'ensemble de son parc à l'horizon 2033. Et puis la substitution de certaines énergies, comme par exemple le gaz au profit du biogaz, etc. Donc on le voit bien, c'est au travers de ce schéma que nous souhaitons faire adapter par nos élus que nous aurons encore quelques perspectives importantes, en tout cas d'évolution et de réduction de notre empreinte carbone. Le nouveau contrat que vous venez de signer avec Veolia comporte beaucoup d'exigences nouvelles, beaucoup d'augmentation d'exigences. Il a beaucoup été question de ces sujets lors des négociations qui ont eu lieu pour le signer. Oui, absolument. Je n'ai pas évoqué d'autres aspects, comme le fait qu'on ait été exigeant au regard, par exemple, de tout ce qui relève de la désimperméabilisation, de la renaturation, le fait aussi de végétaliser. Aujourd'hui, dans le contrat, il y a plus de 20 000 mètres carrés végétalisés. Nous-mêmes, au niveau du syndicat, nous avons engagé un programme important, je dirais, de plantation. Et on le verra peut-être au travers de l'autre table ronde. Également, ça fait partie de ces solutions qui sont à la fois qui profitent à la décarbonation et qui, d'une autre manière aussi, profitent à la préservation de la ressource en eau. Merci beaucoup. On en parlera en effet tout à l'heure. Et puis je voudrais qu'on laisse un peu de place aux échanges avec la salle. Il y a des questions souvent qui sont très intéressantes. Baptiste Blanchard, vous produisez vous aussi, tout le monde ne le sait pas, de l'électricité déjà avec plusieurs usines sur vos lacs réservoirs. Et je crois que c'est quelque chose que vous aussi vous souhaitez développer, une énergie donc décarbonée. Expliquez-nous un peu comment vous, qui êtes différent, hein, vous n'êtes pas un distributeur d'eau, peut-être que vous rappellerez mieux que moi quel est votre périmètre d'action, mais comment vous vous engagez vous aussi sur ces questions à la fois de réduction de vos empreintes carbone et puis qui passe notamment par un accroissement de la production d'énergie décarbonée que vous effectuez. Merci Jacques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Seine-Grand-Lac, on n'est pas opérateur du petit cycle de l'eau, on n'est pas producteur, je dirais, industriel d'eau potable, ni gestionnaire industriel des effluents. On travaille, nous, sur le grand cycle de l'eau, donc sur la ressource en eau. En gros, je dirais que notre mission principale, c'est plutôt l'adaptation au changement climatique que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que notre métier, c'est de réduire le risque d'inondation et de sécuriser la ressource en eau potable, on en parlera tout à l'heure, ressource en eau potable qui sert aux opérateurs de l'eau potable, mais aussi ressource en eau qui sert à la dilution des effluents par exemple du SIAP. Ce qui est intéressant, c'est que initialement dans notre cheminement, étant vraiment sur l'adaptation au changement climatique, on se dit pourquoi on fait déjà des choses sur l'adaptation, on fait déjà des choses qui contribuent naturellement dans nos missions à stocker du carbone. Par exemple, on est en train de promouvoir la création de zones d'expansion des crues qui sont en général des zones humides qu'on va restaurer, donc on va stocker davantage de carbone. Pourquoi se poser aussi la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Alors je dirais que la première réponse, c'est que historiquement, on est producteur d'énergie renouvelable depuis toujours. La deuxième réponse, c'est qu'on voit bien dans les réflexions qu'on a sur, par exemple, sur le CEDIF, les émissions du service public de l'eau potable, finalement, quand nous, on va apporter de l'eau l'été pour garantir la sécurité de la ressource en eau potable, quelque part, notre activité émet des gaz à effet de serre qui pourraient être intégrés également dans le bilan de la production d'eau potable ou dans le bilan de la gestion des effluents. Donc on voit qu'on a aussi une forme de responsabilité et que c'est important qu'on puisse, nous également, s'engager dans une trajectoire de réduction de nos émissions. Alors le chantier, je dirais, peut-être le plus facile parce qu'il est historique, mais aussi difficile parce qu'on a des éléments expérimentaux, c'est la production d'énergie renouvelable. Historiquement, nos ouvrages, alors on est gestionnaire de grands lacs réservoirs, nos ouvrages sont également des producteurs accessoires d'hydroélectricité. On a 3 grandes
usines hydroélectriques sur le lac du Der, le lac d'Orient et le lac de Pansière qui est dans le Morvan. Je vais m'attarder un peu sur les deux derniers, qui sont deux usines qui produisent chacune à peu près 14 gigawattheures par an, l'équivalent chacun de la production d'une petite ville, et qui sont exploitées par EDF. Cette année, on vient de renégocier avec EDF en fait les conditions financières de rétribution de Seine-Grand-Lac par EDF de ce fonctionnement. Et en fait, on en a profité pour, au-delà de l'aspect négociation financière, pour être un peu plus intelligent. C'est-à-dire qu'EDF nous a demandé de faciliter la gestion des pointes de consommation électrique qui sont, qui ont évidemment un coût pour EDF, mais qui sont aussi des moments où en fait on a énormément d'émissions marginales de gaz à effet de serre, parce que, vous le savez, c'est là où on va recourir à des centrales, à charbon qu'on fait appel au réseau électrique européen, ou à minima des centrales à gaz. Et en fait, ce qu'EDF nous a demandé, c'est que déjà on puisse davantage leur permettre de turbiner l'hiver. Donc il y a des techniques pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, nous on a des lacs qui, en principe, sont là pour stocker l'hiver et restituer l'été. Mais on peut, au-delà de ce mouvement général, on peut faire transiter de l'eau simplement, sans influence sur le stock d'eau, et faire turbiner les centrales hydroélectriques. Et donc, on s'est engagé, avec un modèle économique incitatif, à davantage faire turbiner les centrales hydroélectriques l'hiver, les moments de forte production. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est qu'un dispositif de production à la demande, lorsqu'il y a une prévision de pic, EDF peut nous demander de produire davantage, avec derrière une meilleure valorisation financière pour nous. Ce qui est pertinent. Troisième étage de la fusée, lorsqu'il y a RTE émet un signal éco-watt orange ou rouge, donc un signal de risque de tension sur le réseau électrique important, avec un risque aussi pour la sécurité de l'approvisionnement électrique. Là, pareil, on a un système qui permet, si techniquement on peut le faire, hein, ça dépend des situations, qu'on est en crue, on ne peut pas le faire, mais qui nous permet de pouvoir faire turbiner davantage EDF, et derrière d'avoir aussi un service à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi un service sur la sécurité du réseau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a signé en janvier dernier, qui est en vigueur et qui permet d'optimiser la production existante. À côté de ça, on est comme tous, on s'interroge et on se challenge sur l'accroissement de notre parc de production. Donc on a fait il y a quelques années une étude du potentiel de notre gisement hydroélectrique, qui s'est traduit déjà par un projet qui est en cours de construction sur un de nos ouvrages, alors une petite centrale de 350 kW, mais voilà, qui permet d'améliorer les choses. Le dernier volet, c'est la production d'énergie solaire. Alors on fait des choses, je dirais, là, faciles. L'équipement des surfaces qu'on peut avoir, notamment de surfaces de bâtiments en panneaux solaires. On travaille avec une SEM qui est basée à Troyes. Et puis on a un sujet difficile, qui est un projet qu'on porte avec le CIPEREC, qui est un autre grand syndicat parisien qui est peut-être dans la salle, et avec la SEM de Troyes, pour essayer de faire des panneaux solaires flottants sur notre lac. C'est un sujet difficile pour deux raisons, et je ne sais pas s'il se fera, mais c'est une aventure qui a plusieurs années maintenant. La première, c'est que politiquement, c'est pas forcément évident de faire accepter. C'est un projet qui est sur 30 MW, 30 hectares, donc voilà, d'un point de vue paysager, c'est pas forcément évident. Il y a évidemment des enjeux environnementaux. Et l'autre raison, c'est le défi technique, parce qu'on est sur... alors le flottant, on sait gérer le marnage, parce qu'on est sur des lacs dont le niveau varie, mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir des lacs qui puissent se vidanger. Donc, que deviennent des panneaux solaires une fois qu'ils sont reposés au sol dans la boue, est-ce qu'ils peuvent remonter ou pas? Donc ça, c'est en cours d'expertise, on ne sait pas si on va y arriver. Mais voilà, c'est un peu notre devoir, et c'était un peu le pari qu'on avait fait avec le CIPEREC, de dire on ne sait pas si on va y arriver, mais en tant qu'organisme public, autant y aller. Très bien, merci beaucoup. Florent Cazzi, comment vous voyez ces questions? Donc, vous êtes directeur général de Sénéo. Peut-être pouvez-vous nous rappeler votre périmètre, hein. Vous êtes un autre CEDIF.
Oui, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. On a une autre structure publique, voilà, le service public d'eau potable. Donc bonjour à toute la salle. Donc oui, pour me présenter rapidement, parce que je crois qu'il faut laisser du temps ça pour les questions. Non, mais pour les allez-y, échanges. on est ravis de vous accueillir et vous avez bien 10 minutes. Ah, bon, large alors, super. Il faudra me couper quand même. Donc nous, on est situé sur la moitié nord des Hauts-de-Seine. On dessert plus de 600 000 habitants et avec un bassin d'emploi d'environ 350 000 personnes. Donc voilà, on a une dimension un peu de métropole régionale. Donc on est tout petit en Île-de-France, mais c'est parce qu'il n'y a que des grands, hein, c'est comme ça. Voilà, c'est un syndicat qui a été créé en 1933 et puis il y a eu une année charnière en 2014 où il y a eu une décision politique de se doter d'une administration. Donc on est un peu une structure un peu jeune, j'ai envie de dire. On se met dans ces sujets, en plus de notre construction et du temps de réappropriation du service. Et vous faites partie d'une entente avec notamment Haute-Paris, avec... comment s'appelle-t-elle Tout à fait. ce Alors, club elle n'a pas de nom pour l'instant. Hein. Historiquement, on l'appelle le groupement de commandes. C'est pas très marketing, mais non, on a surtout créé un lieu de travail, voilà, un lieu d'échange, je dirais, entre les 4 autorités organisatrices franciliennes de l'eau, vraiment centrées autour de la ville capitale, donc composées de nos amis du CEDIF, d'Aquavesc, de la ville de Paris et de Sénéo. Et voilà, dans cette instance, alors après, là, on sort un peu du sujet, mais on réfléchit beaucoup à la question de la sécurisation, de l'entraide entre services. On en parlera tout à l'heure. Alors, voilà, exactement, c'est plutôt un sujet. Alors que faites-vous à Sénéo sur toutes ces questions à la fois de réduction et de production d'énergie renouvelable? Alors déjà, on a lancé en début d'année la mise à jour, pour pas dire la réalisation complète, de notre bilan carbone. Donc on est déjà, je dirais, dans une phase un peu, c'est ce que disait monsieur, une approche un peu scientifique, de se dire ok, mais quel est le point de départ, hein. On avait déjà un peu investigué le sujet des panneaux solaires et puis de la production, de l'autoproduction et de l'autoconsommation. Donc là aujourd'hui, les pistes d'amélioration, j'ai envie de dire, on attend la photo, hein, pour vous dire quelle route on va parcourir, mais ce qui ne nous empêche pas d'ores et déjà, hein, évidemment, quand on est dans nos renouvellements d'équipements électromécaniques, de bien faire attention, je dirais, aux consommations d'énergie, hein, de notre site industriel. On a également fait passer beaucoup de notre flotte chez notre opérateur, hein, beaucoup de la flotte de véhicules en véhicules électriques aussi, hein, pour décarboner notre service. Et puis on fait beaucoup, nous, de sensibilisation, voilà, auprès de nos usagers, auprès de grand public, via on a un parc éco-pédagogique, où on reçoit régulièrement beaucoup de scolaires. Et donc on essaie de discuter, d'échanger, voilà, sur ces grands enjeux. Et on essaie d'avoir, nous à Sénéo, peut-être une approche pas que empreinte carbone, si je puis dire, mais essayer de la compléter sur une sorte d'empreinte écologique, en y rajoutant les consommations d'eau. Donc on est un peu comme le CEDIF, là on se rejoint, on a des très bons rendements réseau, donc c'est vrai que la question de ce que moi j'appelle la logistique, hein, c'est le transport de l'eau entre l'usine et puis le compteur, aujourd'hui est très performant. Et dans cette empreinte écologique, où donc on se pose la question aussi des volumes d'eau, hein, qui sont indirectement des volumes d'eau produits, donc qui sont consommateurs d'énergie, essayer d'améliorer l'efficacité du process industriel. Et puis ça, ce sera la prochaine étape, c'est aussi d'essayer d'apporter un certain niveau de service auprès de nos usagers, en créant des grands comptes, voilà, et en ayant une approche plutôt incitatrice vis-à-vis de nos usagers. Quand vous faites de la pédagogie, c'est pour inciter à la sobriété, aux économies. Oui. Il n'y a pas une contradiction là, parce que vous êtes rémunéré sur le volume, non? Il n'y a pas quelque chose qui cloche dans le système On a des services publics, on travaille pour l'intérêt général, donc l'intérêt est à la diminution, donc on travaille à la sobriété, il n'y a pas de souci. Non, il y a une question évidemment à laquelle on est tous confrontés, hein, c'est la question de nos modèles économiques, hein, qui sont aujourd'hui... on est dans cette ambiguïté-là, où on est un service avec pratiquement, j'exagère, mais principalement des coûts fixes et peu de coûts variables.
dans les centres de dépenses, alors que notre facturation, elle est strictement inverse, c'est-à-dire on a une toute petite part fixe, l'abonnement, et puis et après des recettes qui sont indexées au volume consommé. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a une tarification aussi dite progressive, c'est-à-dire plus on consomme, plus le mètre cube est cher. Voilà, ça c'est pour inciter à la diminution. Dans ce que vous disiez, dans ces sujets de sensibilisation, on essaie aussi de rendre nos citoyens déjà conscients de toutes ces questions. J'ai pas compris la progressivité. Plus vous consommez, plus le mètre cube est cher. J'arrive pas à comprendre ce que ça. Ça veut dire que vous êtes incité à consommer moins. Nous, consommateurs d'eau, vous voulez dire ? Oui. Oui. Tout le monde, tout chez Sénéo, il y a une tarification dite progressive par tranche. Voilà, donc et on réfléchit dans notre prochain mode de gestion, quelle que soit sa façon de soit opérée, à ce qu'on ait, parce qu'on ne l'a pas aujourd'hui dans notre contrat, une vraie part d'électricité dite verte dans nos consommations. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter à ce stade, avant que je vous pose une question piège à chacun et qu'on passe la parole à la salle ? Donc moi je garde la question piège. Bon. Non, la question piège, c'est vous avez parlé de cet indicateur très intéressant de 15 kilos d'équivalent carbone, tonne carbone, de production d'émissions en gaz à effet de serre par habitant, n'est-ce pas, en Ile-de-France, comme un ratio à améliorer. Nous, on a un jeu donc, dans le cadre de ces Assises du Grand Paris qui consiste à essayer de présenter le 28 novembre prochain, lors de la conclusion de ces Assises, un baromètre de la décarbonation francilienne en partenariat avec la métropole du Grand Paris. Donc on y travaille et ces matinées dans différents sujets ont pour but d'essayer de bâtir cet indicateur, ce baromètre, à base d'indicateurs, 3 ou 4 peut-être par thème. Est-ce que les uns et les autres, si on vous posait la question brutalement, si vous aviez un ou deux indicateurs qui vous sembleraient vertueux à la fois pour faire de la pédagogie et puis pour qu'on comprenne de quoi on parle et puis pour que tous ensemble, sans angélisme, mais on avance sur cette cause. Quel serait-il, monsieur Cotterman ? Donc c'est moi qui ouvre le bal des indicateurs, si je comprends bien. Déjà, ce qui est important, c'est que nous ayons des indicateurs techniques, des données techniques sur lesquelles nous puissions être factuellement, en tout cas, et que ce soit facilement calculable, si je puis dire, et presque opposable, en tout cas. Quelque part, j'ai bien fait tout à l'heure d'introduire le sujet, que le sujet du bilan carbone n'était pas que, et de la décarbonation, n'était pas que individuel et qu'il fallait travailler sur des indicateurs collectifs. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête parce que d'ailleurs votre remarque était très pertinente, c'était de se dire qu'est-ce qu'on intègre dans le bilan carbone, notamment d'un service public. Du mètre cube d'eau qui est distribué au robinet, ou est-ce qu'on imagine aussi, pourquoi pas, un indicateur de ce baromètre qui va bien au-delà, qui peut aller donc sur le petit cycle, mais qui peut intégrer aussi le grand cycle, etc. Voilà. C'est ce que Valérie Pécresse a eu une sortie l'autre jour à la COP en disant il faut prendre en compte l'origine des pays où sont fabriqués les panneaux photovoltaïques, sinon on marche à côté de nos chaussures. Donc ça veut dire qu'on est déjà moins deux. Donc ça c'est bien. Non mais excusez-moi. Donc trêve de plaisanterie. Oui, nous avons un certain nombre d'indicateurs que nous pouvons approcher. Tout à l'heure j'évoquais notamment pour le service public de l'eau SEDIF. Pourquoi pas la tonne de le kilo de CO2 ramené à l'habitant par an. Ça peut être un indicateur pour le service. Mais encore une fois, il faudrait que nous puissions le compléter si on veut être exhaustif. On peut même aller parfois très très loin. Y compris en intégrant, je dirais, les bilans de tous nos prestataires qui sont amenés à nous fabriquer les tuyaux, à nous les fournir. Des prestataires qui sont amenés aussi parfois à devoir régénérer les matériaux filtrants que nous utilisons, qui eux aussi ont leur propre bilan carbone, que nous n'intégrons pas aujourd'hui au travers de cette donnée technique qui est le bilan carbone du service de l'eau. Vous voyez, donc ça peut être très vaste. Mais oui, pourquoi pas, ça peut en être un. Ça peut en être un aussi ramené au kilomètre de réseau pour un service public d'eau, pourquoi pas. Voilà. Donc je pense que déjà cela, c'est déjà bien, et je pense que le baromètre
Après, on peut aussi intégrer d'autres indicateurs parce que, comme vous le disiez, on vient donc de signer notre futur contrat donc à partir du 1er janvier 2025 et ce jusqu'à 2036 pour 12 ans. Et nous avons intégré un certain nombre d'indicateurs de performance dans notre contrat. Et ces indicateurs peuvent rejoindre évidemment ce baromètre. Typiquement, la réduction, un objectif fort sur la réduction ou plutôt la proportion d'augmentation, excusez-moi, je veux dire à l'inverse, la proportion d'augmentation des matériaux recyclés. Et donc, c'est quelque chose que nous pouvons intégrer. Donc voilà, sachez qu'on peut mettre en place quelques indicateurs ainsi de performance au travers de notre contrat de délégation. Merci. Baptiste Blanchard, même question. Même question. Ça marche. J'allais dire même question, même réponse. Mais non, il y a un indicateur qui est facile, c'est la production d'énergie ou d'électricité qu'on peut produire. On est dans une trajectoire de hausse, donc ça on peut le faire. On peut imaginer la rapporter à la part d'électricité qu'on consomme pour essayer d'avoir une espèce de calcul de l'autoconsommation un peu virtuelle. Pourquoi pas. Moi, je voulais revenir un peu sur le bilan carbone, parce que nous aussi, on a fait un bilan carbone. On est en train d'actualiser un bilan carbone qu'on avait fait en 2014. Et en fait, on se pose plein de questions. Le bilan carbone sur notre activité courante, je dirais qu'on est sur quelque chose de classique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a réduit de 30% nos émissions entre 2014 et 2022, essentiellement, mais comme beaucoup, le télétravail, une moindre flotte de véhicules, un peu d'énergie renouvelable produite en plus, donc des choses, un peu de rénovation énergétique de nos bâtiments. Donc ça oui, mais ce qui est intéressant dans notre cas de figure, c'est qu'on est gestionnaire d'un patrimoine forestier, on est gestionnaire de lacs. Et les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les émissions de notre activité, si je mets de côté des grands projets comme le projet de la Bassée qu'on va comptabiliser et évaluer à part, mais sur notre activité courante, là actuellement on est à 1300 tonnes d'émissions par an. On sait le quantifier, etc. On a un patrimoine forestier, c'est historique, c'est des compensations de la création de nos lacs. On a 3500 hectares qui vont stocker 17 000 tonnes par an en stockage. Donc on pourrait se dire, pas de problème, on n'a pas d'effort à faire parce qu'on est gestionnaire de patrimoine forestier. Bon, on ne raisonne pas comme ça, évidemment, on essaye d'être vertueux dans la gestion de nos forêts pour stocker davantage de carbone, et c'est un gisement en plus. Et puis la grande inconnue, c'est nos lacs. En fait, on ne sait pas toujours, mais un lac artificiel, ça émet des gaz à effet de serre à sa création, et puis après, ça en émet toujours. Et là, on est sur un sujet très complexe. Donc, en fait, on travaille avec le PIRENSEN, qui est un programme interdisciplinaire de chercheurs qui va fêter ses 35 ans cette année. Enfin, on est plusieurs à le financer. Mon voisin de gauche le finance plus que moi, d'ailleurs. Et en fait, ce collectif de chercheurs travaille depuis longtemps sur le bassin de la Seine, et notamment sur nos lacs, et essaye de documenter les émissions de gaz à effet de serre de nos lacs. Alors, on est sur un sujet très complexe, peut-être encore plus que la gestion des systèmes d'assainissement, avec un stockage des émissions qui passent par le CO2 l'hiver, par le méthane l'été et l'automne, et puis un cycle de carbone. On est dans l'année, on va être parfois stockeur net de carbone pendant quelques mois, et puis après on va être émetteur net. Ce qu'on a du mal, alors en émissions nettes, on serait sur 26 000 tonnes équivalent à rapporter aux 17 000 qu'on va stocker en forêt et aux 1300 qu'on émet dans notre activité courante. Donc on sent que c'est quelque chose de dimensionnant à notre échelle. Sauf que les chercheurs nous disent, a priori, nos lacs émettent moins que d'autres lacs équivalents dans le monde. Donc c'est déjà une bonne chose. Et émettent peut-être un peu moins que des rivières, parce que les rivières peuvent aussi émettre sur le bassin. Déjà, on a une incertitude sur ces valeurs-là, sur la bonne compréhension du phénomène. La deuxième incertitude, c'est est-ce qu'on peut y faire quelque chose ? La question vaut la peine de se poser vu les ordres de grandeur, parce qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont 10 fois plus importants que nos émissions courantes. Donc si on peut faire quelque chose même sur peu de choses, on peut avoir un effet UV très important. Donc là, on est encore au stade de la recherche.
C'est-à-dire qu'on a l'ambition de travailler avec le Pirène dans les années à venir pour essayer de voir si, dans la manière de gérer nos lacs, si tant est qu'on puisse avoir une marge de manœuvre en gestion, mais en jouant sur le marnage, sur nos queues de lac, en jouant sur peut-être les périodes à laquelle on restitue, sans nuire au rôle qu'on a dans le domaine de l'eau, est-ce qu'on peut avoir peut-être un petit gain, mais qui serait peut-être très significatif. Donc tout ça, c'est juste pour dire qu'au-delà des indicateurs, il y a une réalité technique qui est très complexe. Enfin, on a commencé par ça avec le SIAP. Et il faut un peu d'humilité et un peu de temps aussi pour bien comprendre et essayer d'être le plus pertinent possible dans nos actions. Christophe Dejoie, est-ce que vous avez des idées d'indicateurs à nous donner? Alors, oui, plutôt plusieurs indicateurs qu'un seul. On cherche toujours un indicateur simple qui reflète l'intégralité de la problématique, mais oui, nous sommes sur plusieurs indicateurs. Alors déjà, notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 pour 2023, alors nous, on est largement au-dessus du CEDIF, puisque nous, on est à 600 000 tonnes d'équivalent de CO2. Donc c'est beaucoup plus, mais c'est aussi parce qu'on est dans un process plus industriel, et notamment avec ce que j'expliquais en début, l'émission de protoxyde d'azote. Donc on va suivre l'évolution de ce chiffre, de cette émission d'équivalent CO2. Une question idiote, vous êtes soumis à des quotas, vous? Alors on est soumis à des quotas par rapport aux installations thermiques, effectivement. On a des fours d'incinération et prochainement, malheureusement, nous allons être soumis à des quotas également pour nos torchères. Alors c'est un sujet qui est intéressant et c'est un indicateur, parce qu'il faut savoir qu'on produit du biogaz. Et lorsqu'on produit du biogaz, la difficulté, c'est de le stocker avant d'en faire quelque chose. Donc on a des turbines à gaz qui produisent de l'électricité. Mais ces équipements ne sont pas fiables à 100%, et parfois on a un excès de biogaz, et ce biogaz, au lieu de le relarguer à l'atmosphère, on le brûle. Pourquoi on le brûle? Parce que en fait, le CH4 est plus impactant que le CO2. Donc, c'est comme sur les unités de pétrochimie, on brûle l'excédent de gaz. Et donc un indicateur, c'est le quantitatif de biogaz brûlé ou torché qui est à suivre et pour lequel donc on essaye de le réduire au maximum. Et demain, justement, sur le site de Valenton, avec la réinjection de biométhane, au lieu de brûler cet excédent de biogaz, on va le réinjecter dans le réseau. Et voilà. Donc vous le torchez quand vous ne pouvez pas le stocker? Oui, quand on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, on le torche. Malheureusement, c'est le cas. Alors, on est sur des taux de 95%, mais comme on produit beaucoup de biogaz, qu'on nous réutilise pour chauffer nos digesteurs, pour nos turbines qui produisent de l'électricité, pour le traitement des boues, pour les sécher, et en fait, ça représente quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Donc voilà. Après, un autre indicateur, c'est la consommation toute simple d'énergie électrique. Alors donc nous, au SIAP, globalement, sur l'ensemble des usines, on consomme à peu près 1 TWh par an. Donc c'est quand même considérable, avec pour l'usine de Saint-Naval à peu près 600 gigawattheures par an, donc c'est des puissances importantes, et on voit tout de suite que si on arrive à diminuer, à optimiser par des équipements beaucoup moins énergivores, on est sur des gains à la fois environnementaux, mais aussi financiers, puisqu'on est aussi redevable vis-à-vis des usagers et du coût de l'assainissement. Voilà, donc ça, c'est un indicateur qu'on suit, à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique, parce que la facture d'électricité est considérable au SIAP. Après, je vais faire court, on a d'autres indicateurs, mais ça a été évoqué sur la valorisation. De toute façon, on va être rattrapé par la DRU2 qui va nous imposer de valoriser des éléments, notamment le phosphore. Parce qu'il faut savoir que le phosphore, il y a une pénurie à l'échelle mondiale de production de phosphore qui venait du Maroc, mais on a des mines de phosphore qui sont limitées, et donc on a une réelle problématique d'approvisionnement. Donc sur certains pays, notamment la Suisse, c'est en cours aussi en Allemagne, donc on a des obligations de récupération de phosphore sur les résidus des boues d'épuration, là où on capte le plus de phosphore. Mais on a aussi d'autres valorisations possibles sur les graisses, sur les sables, et puis sur beaucoup en fait, c'est une problématique générale qui est relative aux déchets, au statut aussi des boues d'épuration. Est-ce que les boues, est-ce que c'est un déchet,
ou est-ce que ça peut être aussi quelque chose, un apport nutritif, comme je l'avais dit en début de réunion, un apport pour l'agriculture. On l'a vu avec la pénurie d'engrais suite à la guerre en Ukraine, où on a été contacté par nos partenaires Suez, Veolia, qui nous ont incités à acheminer plus de boues d'épuration, notamment dans des secteurs où il y a des manques, dans le centre de la France, avec un bilan carbone à réaliser, puisqu'il y a du transport, avec consommation d'émissions de carbone, mais de l'autre côté, une pénurie qu'il y avait sur ces engrais que nous n'avions pas. Merci infiniment. Florent Casdi, même question. Eh bien, même réponse, du coup. Non, moi, je souscris tout à fait. Enfin, on est à peu près sur les mêmes démarches que nos collègues. Je ferai juste peut-être un petit point, un peu de sémantique, parce que là, c'est ce dont on est en train de prendre en conscience, je dirais, chez Sénéo. Donc, justement, dans la mise à jour de notre bilan carbone, il y a plusieurs aspects sur la question de la mesure de la décarbonation. Je dirais qu'il y a déjà le changement de monde, un peu, si je peux l'appeler comme ça, où on va apprendre à faire sans carbone. Et puis, il y a tout ce qui restera, en fait, où il y aura toujours besoin, c'est ce qu'on se dit sans se dire, c'est qu'il y a quand même toujours une espèce de base. On est sur un cycle, le carbone, nous, on connaît bien le cycle de l'eau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui part, j'exagère, mais qui change de compartiment en permanence. Mais du coup, la question du carbone, c'est un peu la même chose, c'est quelque chose qui passe d'un compartiment à un autre, donc c'est une question de vitesse, en fait, de circulation de ce cycle. Donc la question qu'on va se poser, entre guillemets, en termes notamment d'indicateurs, c'est il y a la décarbonation, c'est jusqu'à 0, et puis il y a ce qui restera, où là il faudra penser à l'atténuation, ou à la compensation de tout ça. Toutes les technos aujourd'hui n'existent pas sans carbone. Aujourd'hui, on le cherche encore. Les collègues le disent bien. On est dans un temps de recherche, de compréhension de ce nouveau monde. Donc, l'approche, elle sera forcément globale. Et c'est pour ça que je préfère le terme de baromètre à indicateur. Parce qu'indicateur, on va se dire, il va falloir qu'il arrive à 0. Cette espèce de truc un peu pré-pensé. Alors que le baromètre, moi je me souviens bien, on tape dessus pour savoir si l'aiguille est un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc je pense que on a aussi cet effort de pédagogie et d'explication et de compréhension. On est encore dans un temps où la recherche est très importante, de se dire par rapport à cette question de cycle et d'accélération, ok, mais quelle est la normalité qu'on peut se permettre d'avoir aussi? Parce que on parle d'enlever parce qu'on sort d'époque et je dirais, on est entre deux mondes où on se posait pas la question et demain on se pose la question. Mais il faut pas perdre de vue qu'il y a une sorte de normalité aujourd'hui qu'il va falloir comprendre, définir et puis j'ai envie de dire monitorer ou piloter avec le baromètre. Très bien. Pour nous, c'est un baromètre composé d'indicateurs. Donc on va y arriver. Y a-t-il quelques questions, demandes d'intervention dans la salle avant qu'on passe à la GEMAPI et à la gestion de l'étiage au casier pilote de la Bassée et à l'expansion des zones d'expansion de crues par Emmanuel Lucas. Monsieur, vous pouvez vous présenter ou pas? On va vous apporter un micro et dire ou pas à qui vous posez la question. Oui, bonjour, Jérôme Gillier, GRT Gaz. Je m'occupe du développement, de toutes les relations institutionnelles en Ile-de-France. Sur la partie décarbonation, on travaille au niveau filière sur un autre objet qui est la séquestration de carbone. Vous avez des sites de production qui ont des tailles qui sont un peu uniques en France en tout cas et presque dans le monde. Est-ce qu'il y a des réflexions en termes d'innovation sur ces possibilités de séquestrer aussi le carbone et qui, quelque part, après, soit le réutiliser, soit l'emmener, quand on parle de CCUS ou ce genre de choses, qui ont des possibilités aussi de le retirer de l'atmosphère. CCUS, déjà, rappelez-nous. C'est le captage et l'utilisation du CO2, soit fossile, soit biogénique, dans le cas des stations d'épuration qui produisent du CO2 à base de matières organiques renouvelables. Alors, la question est très précise, autant que claire. Qui veut y répondre? Allez-y. Réponse partielle, parce que au SIAP, nous avons donc expérimenté, en fonction des entreprises leaders sur le marché et puis de l'innovation, ce qu'on appelle des puits de carbone. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, le principe théorique, pour l'expliquer, c'est qu'effectivement,
À certains endroits, on a des quantités, notamment par exemple sur des fours d'incinération, on a toujours des pourcentages de rejet de carbone, ou près des autoroutes ou dans certains quartiers. Donc l'idée, c'était de puiser ce carbone. Donc en fait, on va aérer donc un massif en eau filtrant. On va aérer avec un bullage fin. Et on va développer des microalgues qui vont capter ce carbone. Et ces microalgues, le principe, c'est de les récupérer et de les envoyer sur des digesteurs qui vont fournir donc, du biogaz. Voilà, ça c'est la théorie. Après, donc on a participé donc, à des tests. Donc l'avantage qu'on avait, nous, c'était pour aller plus vite dans le développement du procédé. C'était de coupler sur des rejets d'incinération où là on était sûr qu'on avait du carbone, mais le principe c'est de purifier, ça pourrait être de purifier l'air des villes. Alors aujourd'hui on passe à la voiture électrique, mais il reste quand même encore des émissions, notamment avec le chauffage ou d'autres, et de réduire donc ce quantitatif d'émissions de carbone dans les milieux très urbains. Y a-t-il d'autres non. Monsieur. Bonjour. La plupart des investissements qui conduisent à améliorer le bilan carbone comportent en eux-mêmes une production de carbone. Est-ce qu'un indicateur entre le rapport de ce qu'on veut économiser comme carbone et de ce qu'on utilise pour produire les investissements, pour amortir les investissements, pour entretenir les investissements, est-ce qu'un tel indicateur ne pourrait pas être intéressant également ? Arnold Cotterman, vous voulez répondre ? Oui, je veux bien répondre parce que j'ai un sujet en tête et je pense que ça va en partie répondre à votre question parce que c'est loin d'être abouti. Mais pour autant, je pense qu'on a tous en tête la problématique aujourd'hui des fondeurs, de la sidérurgie et donc de la problématique qui est la leur aujourd'hui, qui est de muter leur sidérurgie et notamment des moyens techniques qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition. Et donc en particulier de faire disparaître à terme les hauts fourneaux. Voilà. Et dans un avenir relativement proche. Et pour faire fonctionner les équipements de substitution à ces hauts fourneaux, il va falloir de la matière première. Et notamment si je ne cite que les fondeurs qui fabriquent des tuyaux de fonte, je suis désolé, et sans les nommer, parce qu'ils ne sont pas que, enfin, il n'est pas que seul, en tout cas, producteur français. Mais pour autant, voilà, la problématique est bien là. Ils sont fortement intéressés, bien entendu, de récupérer les matériaux qui ont pu être opposés il y a de très nombreuses années, parfois un siècle, toutes ces fontes qui ont pu être opposées, et de les récupérer. Et donc, pourquoi j'évoque ce sujet-là ? Parce que tout simplement, c'est un sujet de réflexion. Parce que vous devinez bien que quand... et le sujet existait même avant, mais pour d'autres raisons. C'était de laisser en place les tuyaux qui étaient renouvelés. Donc l'encombrement de l'espace public notamment et des voiries de tous ces tuyaux qu'on laissait dans le sol. Donc vous devinez bien en effet que si demain on ne laisse plus dans le sol, toute partie en tout cas de ces tuyaux, qu'on les renouvelle par des nouveaux, et je parle sous le contrôle de mes collègues, mais vous devinez bien que forcément ça veut dire des élargissements de tranchées, voire des tranchées supplémentaires à réaliser pour déterrer les anciennes canalisations et les remettre, je dirais, via les entreprises, etc., en tout cas aux fondeurs qui permettent d'alimenter quelque part demain ces fours électriques qui permettront de fabriquer Donc typiquement, en effet, ce sujet-là va être un sujet important dans la mesure où il va falloir trouver... alors déjà, il y aura l'équilibre économique, mais au-delà de ça, bien entendu, vous avez raison, il y aura de la production de gaz à effet de serre, je dirais, supplémentaire au profit du bilan et au profit du bilan carbone, si je veux dire comme ça, en tout cas, de ces fournisseurs et de ces industriels. Voilà. Donc je souhaitais au moins, pour répondre à votre question, apporter cet exemple.
Merci. Mais le sujet n'est pas clos. Non, on nous a proposé un indicateur, mais qui existe déjà, mais qu'on valoriserait de consommation de superficie de mètres carrés par kilowattheure d'énergie renouvelable produite, qui est un peu dans l'esprit que vous défendez, très intéressant. Y a-t-il d'autres, monsieur, notre ami de la Chambre de commerce, s'il vous plaît? Bonjour, Frédéric Leroux, Paris Seine-Normandie, les chambres de commerce d'Île-de-France et Normandie au service du développement de l'axe Seine. Vous avez chacun d'entre vous réalisé et mis à jour des bilans carbone. Est-ce que vous êtes engagé chacun d'entre vous sur des trajectoires de décarbonation 2030-2050? Et est-ce que vous avez des engagements officiels de type CDP ou SBTI qui pourraient venir nourrir la construction des indicateurs collectifs de l'ensemble des activités du Grand Paris? La question est assez claire et précise. Je vais commencer parce que nous on est en train de faire le bilan carbone, donc pour l'instant la trajectoire on va la construire pour l'an prochain. Du coup ça m'est sorti de la tête ce que je voulais dire, mais vous avez des engagements sur les trajectoires Alors donc elles viendront, mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah alors évidemment, en fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait. Le carbone, en tout cas pour Sénéo, c'est une partie de l'empreinte écologique. Voilà, moi je maintiens, c'est une chose parmi d'autres. L'action aujourd'hui, elle est, comme on l'a dit, elle est encore compliquée, complexe, voilà, à mettre en œuvre. Elle est encore à bien expertiser. Hein. Enfin, on a encore besoin de faire appel à la science. Et je voulais vraiment rajouter quelque chose qui était en lien avec votre question, mais ça me reviendra peut-être. Non, mais par contre, je veux bien apporter une précision. Il y a un travail qui a été fait, donc vous connaissez l'ASTE, hein, c'est cette association qui nous réunit, on va le dire, et quelque part qui a fait un travail assez conséquent, donc dans la... C'est ce que tu voulais dire ? Et qui a fait un travail assez conséquent en matière d'établissement d'un guide. Parce que déjà, quand on parle de bilan, il faut déjà être sûr qu'on utilise tous les mêmes méthodes et qu'on soit sûr qu'on intègre les bons périmètres. Voilà, donc déjà, ça c'est un élément important. Après, en termes de projection 2050, bien entendu, c'est très vertueux. Mais comme je vous le disais, par exemple, pour le CEDIF, toutes ces actions sont quand même engagées sur un horizon, je dirais, à 12 ans. Si on évoque 2050, on l'évoquera peut-être dans la seconde table ronde. C'est notamment, et je pense que là, je vais rejoindre Seine-Grand Lac, à savoir par exemple notamment le travail qu'on est en train d'engager avec le BRGM sur une projection à 2050 des impacts à la fois quantitativement et qualitativement sur la ressource en eau, sur l'ensemble de nos bassins versants. Mais donc voilà, donc il y a bien des projections un peu plus lointaines. Monsieur Dejoie. Oui, donc côté SIAP, on a intégré donc la stratégie nationale bas carbone dans nos objectifs interne. Après, pour être franc, on ne s'est pas engagé factuellement sur les pourcentages de réduction, sachant que, comme j'ai pu le dire précédemment, nous avons des contraintes industrielles réelles avec ce fameux protoxyde d'azote qui nous impacte fortement. Mais nous avons retenu l'objectif, néanmoins. Mais après, est-ce que les échéances seront tenues ou pas, pour 2030 ou 2050, en tout cas, c'est une des volontés politiques de réduire et de suivre la consommation. C'est pour ça que chaque année, nous allons suivre nos émissions d'équivalent CO2 et regarder si on tend vers cet objectif ou pas. Florent Cazzi, ça vous est revenu ? Oui, tout à fait. Non, parce que les échéances me faisaient rappeler, et oublier puis rappeler, l'application du décret tertiaire sur nos grandes surfaces, où là on est clairement aujourd'hui, on a fini nos audits et là on va s'engager à rénover nos deux grands sites qui sont concernés, justement avec ces obligations de réduction. À chaque fois je oublie, moins 30 et moins 50%, c'est ça. Voilà. Donc c'était ça. Baptiste Blanchard, c'est à vous pour conclure. Sur cette question, s'il vous plaît. On est en train de finaliser un plan d'action suite à la mise à jour de notre bilan carbone, avec des objectifs de réduction à 2030, qui respectent la trajectoire Accord de Paris, et un plan d'action
a priori insuffisant pour respecter cette trajectoire-là en 2050. Donc il faudra forcément une réévaluation du plan d'action et du bilan, tenant compte peut-être justement des éléments de recherche que j'évoquais tout à l'heure. Merci infiniment. Eh bien, je crois qu'on peut vous applaudir tous les quatre pour tout ça.